Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce deuxième, c'est le deuxième live Instagram destiné à IPM Sport et destiné à échanger ensemble de la préparation mentale, de vos questions, de vos interrogations aussi. L'idée de ce live, c'est de répondre à vos questions. Alors pour resituer un peu le contexte, je m'appelle Jonathan Belle-Legroux et je dirige l'Institut de la préparation mentale à Paris, où on propose diverses formations, des formations pour les parents, les accompagnants, donc ceux qui n'ont pas vocation à être préparateurs mental, mais aussi les entraîneurs, les éducateurs, les STAPS, CQP, tous ceux qui sont dans le domaine de l'entraînement et qui se rendent bien compte qu'à un moment donné, le mental peut être un frein ou en tout cas une dimension à prendre en compte pour pouvoir améliorer encore leurs compétences dans leur job, dans leur travail. Et puis ensuite, on a aussi tout un cursus où on forme des préparateurs mentaux qui vont faire ce beau métier. Lors de ces lives, on les prépare. Alors, je ne sais pas si vous avez vu passer. Alors, je vois les uns les autres. Coucou, c'est super. Normalement, si vous posez vos questions, je devrais pouvoir les voir apparaître. Donc, n'hésitez pas. Même si, il y a déjà une question qui a été posée en fait. Comment on fonctionne? Le mercredi, on dit voilà, il y a le live. Posez-nous vos questions et on tâchera d'y répondre. En tout cas, c'est le but. Il y a une question qui a été posée, et ça va être la thématique d'aujourd'hui, et qui est hyper intéressante. Alors, elle est très précise. Donc, volontairement, je vais un peu l'étoffer pour que ça puisse parler aux uns et aux autres de par votre propre expérience, peut-être en tant que sportif, en tant qu'entraîneur, en tant que préparateur mental, en tant qu'accompagnant en tout genre. Mais la question, c'est comment on fait pour se remettre mentalement d'un échec lorsqu'on est dans une phase de repêchage. Donc là, cette phase de repêchage, c'est une question qui nous vient direct d'un judoka, en plus d'un judoka de haut niveau, que je salue. Et c'est une question qui est hyper intéressante. Alors, elle est très ciblée, donc on va la reprendre un petit peu pour l'étoffer à d'autres sports. Je vois qu'il y a une question là, Achille. Petite question suite au sujet de remobilisation mentale. Comment remettre en route un joueur de hand de niveau national en même temps j'imagine, en même temps que sa réathlétisation, rééducation. Alors, bon, le problème avec les questions, c'est que moi, ça me donne très envie d'y répondre. Sur les sujets sur les sujets que j'ai bossé. Achille, écoute, je vais essayer de répondre aussi à ta question dans ce live. Donc, si on reprend la question initiale, la remobilisation mentale dans une phase de repêchage. Autrement dit, vous êtes dans un circuit de compète, par exemple en judo, vous avez ça. Et puis, la compétition n'est pas finie, bien qu'on ait perdu, par exemple, un combat. Donc, il va y avoir encore à se battre pour la place de 3, et puis ensuite pour la place de 4, de 5. Finalement, alors c'est très particulier ce truc-là, parce qu'on le retrouve aussi dans certains tournois de squash. Alors moi, j'interviens depuis 2011, dans plein de sports, alors beaucoup de sports individuels. Et donc, je pourrais vous donner des exemples dans le squash, mais également dans le golf. En fait, c'est intéressant parce que c'est une question qui englobe aussi les sports à différents essais. Par exemple, effectivement, lorsque un golfeur va taper dans une balle, peut-être que sa balle va pas être bonne et il n'arrivera pas à être en dessous du par. Et il va potentiellement considérer ça comme un échec. Et il va falloir qu'il passe à autre chose, un peu comme un combattant de judo qui va devoir passer à autre chose pour pouvoir se tourner sur la balle d'après ou sur le combat d'après. Alors si on reprend un peu cette idée de l'échec, alors je ne sais pas ce que vous considérez, comment vous considérez l'échec.
comment vous l'abordez, qu'est-ce que vous en dites. Et ça peut être intéressant, on pourrait le mettre là, ça serait rigolo. Il y a cette magnifique phrase très instagrammable, genre il n'y a pas d'échec, il y a seulement de l'apprentissage. Alors, c'est très joli, de temps en temps en plus c'est attribué aux uns et aux autres, alors du coup les auteurs là-dessus, mais néanmoins c'est très faux. En fait, il y a un paquet d'échecs dont on n'apprend potentiellement rien. Je veux dire, l'apprentissage ne se fera que s'il y a une phase d'introspection et de remise en question. Et avec l'intention de retirer quelque chose de cet échec. Sinon, on peut échouer. Autrement dit, si je prends un exemple, on peut échouer plein de fois, ne jamais avoir de feedback. Par exemple, quelqu'un qui débuterait un sport nouveau, seul, ok, et qui se met au tir à l'arc. Il va tirer à l'arc. S'il n'a pas un moment la dimension de se faire un auto-feedback, ou s'il n'a pas le feedback d'un entraîneur à côté, potentiellement, il n'apprendra rien. Donc, d'une part, cette phrase est fausse. Donc, il y a que pas d'apprentissage, il n'y a pas d'échec et que de l'apprentissage. En plus de ça, elle oublie un truc, c'est que si la dimension d'apprentissage est possible par rapport à l'échec, elle n'est possible que parce qu'il y a digestion. Donc, je prends l'échec, je vis ça comme un uppercut, j'encaisse. Ça veut dire que je ressens l'échec. Si l'échec était un coup, je prends le coup, et ensuite, je m'adapte. Donc, maintenant, dans une phase, le problème lorsqu'on reste fixé sur un échec, c'est qu'on n'a pas forcément cette phase de digestion. Alors, au niveau mental, cette phase de digestion d'un échec, il y a plein de façons de faire. Aujourd'hui, on connaît par exemple le processus des émotions. Une émotion, alors ça va, ça vient, les émotions, elles oscillent en permanence. Alors oui, les émotions ont un but. Par exemple, la colère est une excellente émotion pour poser une limite et se dire ça, c'est intolérable dorénavant. Je vois les uns et les autres, coucou. Mais une émotion, elle nous traverse et on a besoin de ventiler une émotion. C'est-à-dire qu'une émotion, elle a besoin en gros de sortir. Alors on a plein de façons pour sortir les émotions. Nous les humains, on a les larmes. On peut crier, on peut taper dans un truc, on peut même crier silencieusement. C'est-à-dire que moi je bosse avec des nageurs qui des fois hurlent dans l'eau. Mais en fait le principe c'est que une émotion va arriver, monter, et puis elle va avoir besoin pour redescendre, qu'on en fasse quelque chose. Le problème en fait de l'échec, c'est si la situation on la banalise. Ok, c'est pas grave. Lorsque vous vivez quelque chose qui pour vous est grave et qu'on vous dit en face c'est pas grave, est-ce que réellement ça a un impact positif ? Pas sûr. Parce qu'en fait, on se retrouve avec une espèce de déni de réalité. Donc dire à quelqu'un c'est pas grave l'échec que tu viens de faire, ou c'est pas grave la balle que tu viens de faire, alors que pour lui ça l'est, et ben c'est comme dire à quelqu'un que c'est pas grave ce qu'il est en train de vivre alors qu'il perd son boulot parce qu'il en retrouvera d'autres, ou alors le fameux, je sais pas moi, un de perdu, 10 de retrouvé, mais en fait au moment où on est triste, on n'est pas prêt à entendre ça. Donc premièrement, la première réaction, c'est d'accuser le coup. Et pour accuser le coup, faut dire effectivement, t'as pris un coup. Et donc, c'est un peu paradoxal, parce qu'on a l'impression qu'on viendrait mettre l'autre, accompagner l'autre, à aller encore plus dans le négatif, sauf que, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de valider l'expérience que cet autre-là, que l'athlète a. Non seulement on valide, c'est comme si on allait dans le fond de la piscine pour pouvoir s'appuyer dessus, pour pouvoir remonter. Donc c'est très décevant. C'est hyper décevant et c'est très frustrant. Par contre, sort cette frustration. Alors là, plein de techniques.
à l'Institut de la prépa mentale, nous on enseigne l'hypnose, on enseigne la sophro, on enseigne la méditation, on enseigne plein de choses, parce que le but de la préparation mentale, c'est certainement pas d'avoir une technique adaptable à 8 milliards d'êtres humains. Ça n'existerait pas. Sinon, en fait, tout le monde serait champion du monde. C'est de trouver la bonne technique pour la bonne personne. Donc, dire, ok, il y a une technique pour sortir la frustration, non, il y en a plein. Si je devais vous en proposer une, ça serait de passer par la respi. C'est-à-dire que ce qui est intéressant avec la respiration, alors je connais une 50aine de techniques de respiration différentes et que j'utilise avec les athlètes au quotidien. Ce qui est intéressant avec la respi, c'est que c'est le seul système du corps qui peut être à la fois complètement autonome. On peut passer sa vie à ne pas porter son attention sur sa respi, sauf si on est nageur ou apnéiste. Mais il peut aussi être totalement volontaire. Donc, on est en fait sur un système qui est entre l'involontaire, qui est à peu près le même fonctionnement que nos émotions. Par exemple, ouais, mais c'est plus fort que moi, c'est involontaire, mais je me sens frustré ou je me sens en colère. Donc, on est sur un système qui correspond plus ou moins au même fonctionnement, et en même temps, on peut l'utiliser de manière volontaire. Donc, par exemple, la technique que je vais vous proposer, ce serait d'utiliser cette respiration en créant un lien mental, en disant, ok, là, je vais pas juste souffler, par souffler ta frustration, mais par souffler avec une intention précise de te concentrer sur ta respiration, de faire un point entre ta respiration, de faire un pont entre ta respiration et ta frustration. C'est-à-dire que ta respiration, tu vas pas juste inspirer pour souffler un coup, mais bien pour évacuer. Et donc, consciemment, mettre de la conscience dans la respi pour inspirer par exemple la frustration, l'évacuer, la souffler, mais avec l'intention de la dégager. C'est pas juste j'inspire ma frustration, puis je la souffle comme ça. Non. Je crée un vrai pont. Donc mentalement, c'est ok, je ressens de la frustration, je ressens de la colère, j'évite le déni de c'est pas grave, je me concentre dessus et à cet instant, je m'en charge, mais je m'en charge dans le sens et dans ma respiration et je m'en charge, je prends le problème à bras le corps. Et ensuite, je la souffle. Donc ça, c'est une technique qu'on va retrouver qui est assez proche. Si on répète ça régulièrement, on va se retrouver assez proche d'un état modifié de conscience qu'on pourrait retrouver en sophro ou en hypnose. C'est la première phase. Parce qu'en fait, c'est la phase qui va permettre d'accepter. Donc, d'accepter la situation. Ensuite, la seconde phase, ça va être de se remobiliser. C'était le sens de la question qui était comment est-ce que justement on se réactive. On ne peut pas se réactiver si on ne s'est pas déchargé avant. Donc, déjà, on a vu la phase de décharge. La deuxième phase, c'est de se réactiver. Alors se réactiver, évidemment, quand on s'est conditionné à une compétition à gagner et que nos attentes étaient sur la gagne, il va falloir complètement revoir nos attentes. D'ailleurs, ça voudrait dire qu'on a abordé la compétition plutôt sur un objectif de résultat, ce qui n'est pas forcément idéal, voire pas du tout. Mais ça, c'est un autre débat. Et puis, si vous voulez en savoir plus, mettez-le en commentaire ou dites-le nous, puis on se fera tout un live là-dessus. Mais idéalement, il va falloir se redonner un objectif de compète. Cet objectif de compète, ça peut être par exemple des objectifs de moyens. Par exemple, sur le prochain combat ou sur la prochaine balle, je vais me concentrer que sur la précision du kumikata. Et puis ensuite, je vais vraiment axé sur les déplacements. Donc là, on va se retrouver avec une focalisation non plus sur la gagne et j'aurai réussi mon prochain combat si j'ai mis en place ces éléments-là. Maintenant, c'est pas évident parce qu'en fait, ça veut dire qu'il faut sortir de l'objectif de performance pour rentrer dans un objectif de maîtrise. Le pire conseil qu'on pourrait donner et qu'on entend, c'est t'as déjà perdu, fais-toi plaisir. Alors déjà quand on est là de la frustration et de la colère, quand on nous dit maintenant fais-toi plaisir, c'est un peu compliqué. C'est rarement utile. Parce qu'on se dit mais là je suis à l'opposé du plaisir et il faudrait que j'aille de l'autre côté pour retourner dans le plaisir. Difficile. Mais ce qui est intéressant, c'est derrière cette idée, si on se détache du plaisir,
c'est de revenir sur, concentre-toi sur le travail. C'est-à-dire qu'en fait, comme si on avait où on cherche une perf à être performant, où on cherche à progresser. Et donc, on pourrait très bien imaginer qu'on switch pour arriver à l'envie de progresser. Prends le prochain combat comme une manière de progresser. Et auquel cas, on revient sur des objectifs de moyens pour progresser, qu'est-ce que tu peux mettre en place. Donc ça, c'est si l'entraîneur a un peu de temps pour questionner l'athlète, mais aussi si l'athlète arrive à déjà évacuer l'émotion, mais avec plaisir pour la respiration. La respiration, on pourrait continuer pendant des heures, je pourrais faire des lives là-dessus, à ne plus finir. Donc ça, il faut déjà évacuer pour pouvoir récupérer la lucidité. Maintenant, il y a autre chose qu'on peut faire, c'est une technique qui est assez connue en prépa mentale et qui est alors souvent elle est bizarrement comprise. C'est l'idée du switch. Alors le switch, c'est quelque chose qui nous vient de la programmation neurolinguistique, qui est en fait la grammaire de l'hypnose, puisque moi j'ai été formé par les créateurs de la programmation neurolinguistique. Et clairement, on fait de l'hypnose dès le premier jour, mais c'est un autre débat. En gros, le switch, c'est le fait d'arriver à associer une image de notre état interne. Par exemple, je viens de perdre un combat, je suis dépité. Et mentalement, je me représente moi-même dépité, tel que je suis. Comme si je me faisais une espèce de photo de moi-même en train de voir Jonathan complètement dépité dans la situation, s'arrachant les cheveux, se mettre en colère et tout. Et quelque part, ça, on rejoint cette idée de là, je reconnais l'état interne dans lequel je suis. Je regarde cet état interne, l'image n'est pas hyper séduisante, c'est juste. Néanmoins, elle est très réelle et elle est très d'actualité. Par contre, dans un coin de cette image-là, comme si mentalement j'avais un onglet, différents onglets dans ma tête, dans un coin, je mets une autre image, l'image plus séduisante de celle dans l'état dans lequel moi j'aimerais être. Alors évidemment, bien souvent, ce qu'on trouve, c'est l'état idéal, l'état optimal. Autrement dit, mentalement, j'ai une image de Jonathan complètement dépité, puis une autre, je vois Jonathan complètement heureux d'aller à son prochain combat alors qu'il a perdu avant. Là-dessus, c'est une erreur. On crée du désarroi en fait, si on fait ça. On veut pas l'état idéal, on veut l'état tolérable, l'état acceptable, suffisamment bon pour pouvoir être pertinent et efficace, mais on n'est pas en train de vendre de la version idéale de soi-même alors qu'on est dans une compétition que clairement on vient de perdre par exemple. Et donc cette image tolérable, on va s'en faire une petite image et on va switcher. Alors on va mentalement faire plusieurs allers-retours. Donc si je devais vous le mimer, on se retrouverait avec une image de l'état actuel dans lequel je suis, une image beaucoup plus petite, et l'image qui était beaucoup plus petite prend le dessus et prend tout l'espace mental dans mon imagination avant de nouveau disparaître et revenir, disparaître et revenir. Et je le fais avec un son, parce que ce son-là a donné le nom à la technique du switch. Et ce son-là indique la vitesse à laquelle il va falloir exécuter cette technique. Donc, on va faire plusieurs passages comme ça. Au préalable, c'est important de l'avoir préparée. Celle-là, elle ne s'improvise pas. D'abord parce que quelqu'un qui ne connaît pas la technique aura un peu de mal à se l'approprier en très peu de temps. Et ensuite, elle aura bien du mal juste à l'improviser, quoi. Idéalement, il faut pouvoir avoir déterminé l'état idéal, et c'est là où bosser avec un prep mental ou alors un entraîneur qui aurait déjà abordé ces questions-là au préalable, il aurait déjà un peu l'état idéal pour pouvoir proposer cette technique à un athlète. Donc maintenant, sur certains sports, il faut pouvoir le faire seul. Alors moi, j'interviens
dans pas mal de sports, dans squash, en tennis, là, en préparation sur les jeux, eh bien, il faut pouvoir le faire, des fois, entre 2 tentatives de service. Il faut pouvoir le faire entre 2 jeux. Et il faut pouvoir le faire aussi en golf, entre 2 balles. Et avoir cette lucidité de le faire. Et pour avoir de la lucidité, il faut avoir fait cette première étape au préalable d'évacuation des émotions. Donc, voilà un peu, il y aurait encore plein d'autres choses à dire, mais de quoi aller vers cette finalité de se remobiliser, de se réactiver. Une fois qu'on a fait ces 2 grandes étapes, avec les 2 techniques là que je vous ai données, et puis si vous voulez en savoir plus, ben vous le mettez, et puis ou alors vous me mettez un petit message par MP ou sur IPM Sport, et puis ben on se fera un focus vraiment là-dessus, voire même une mise en application pour vous faire pratiquer. Moi, je trouve ça super, c'est toujours mieux de pratiquer plutôt que de parler de trucs et puis de pas les faire. On aura l'occasion de le faire si ça vous dit. Et du coup, il y a ces 2 étapes-là. Puis après arrive la 3e étape, qui peut être une forme de remobilisation par la respiration, en reboostant le système sympathique, en se réactivant. Et là encore, il y a encore plein de techniques, là encore, de préparation mentale, notamment issues de la sophro, pour avoir des activations efficaces. Maintenant, j'avais envie de vous proposer, si vous avez des questions, c'est le moment. Je vois qu'il nous reste 5 minutes. J'ai bien envie de continuer ces lives, mais de pas non plus vous prendre trop de temps. Et en attendant peut-être d'avoir des questions, il y avait une question tout à l'heure d'Arthur, qui est justement sur la remobilisation d'un athlète blessé en hand nationaux. Alors, ça, c'est une question qui est fondamentale parce qu'un athlète de haut niveau, ça se blesse. Là-dessus, moi, je rejoins quelqu'un comme Christophe Cario qui dit un athlète de haut niveau, ça va se blesser. La seule question, c'est quand et à quelle intensité. Le but du jeu, c'est que quand ce soit le plus tard et que l'intensité, ce soit le plus faible. Dans le protocole de réathlétisation et de réhabilitation, réentraînement, on a plusieurs phases. Déjà, il y a la phase d'annonce, donc qui est une phase où mentalement on peut être impacté, donc il va falloir justement passer par cette phase de digestion de l'information. Ok, quand on est dans cette phase, que cette phase de digestion n'est pas faite et qu'on entend mais ouais, mais t'es blessé, mais tu vas revenir plus fort. Ouais, non, mais ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Pour l'instant, je ne peux pas revenir plus fort parce que je suis pas encore parti, puisque je suis encore sur place, comme le lapin dans les phares. Donc, il y a cette phase-là. Ensuite, il y a la phase d'opération, où on peut faire des choses aussi en prépa mentale, pour aborder vraiment dans le bon mindset l'opération, voire même pour faire des choses en préparation à la gestion de la douleur, notamment avec l'hypnose. C'est ce qu'on enseigne, par exemple, à nos élèves. Ensuite, il y a la phase vraiment d'immobilisation qui va durer, selon les blessures, sur 3 semaines. 3 semaines, 1 mois, et cette phase d'immobilisation n'est pas une phase inactive. C'est une phase en fait où mentalement on peut faire des choses, mais il faut reconstruire le chemin d'après. Alors, avoir 2 grands types d'athlètes à ce moment-là, des athlètes qui ont besoin de temps, et surtout, là je prends du temps pour moi, et ils mettent autre chose dans leur vie. Ils apprennent à passer de 2 entraînements par jour à plus rien, et il faut juste leur demander qu'est-ce que tu vas faire de ce temps-là avant, pour s'assurer qu'ils se retrouvent pas forcément sur les réseaux sociaux ou la PlayStation, même si j'ai rien forcément contre les réseaux sociaux ou la PlayStation, mais que l'aspect avoir du temps à remplir, c'est peut être assez perturbant. Donc, faut l'avoir un peu anticipé. L'autre catégorie des athlètes, c'est ceux qui ont envie de faire des choses très vite. Ok, j'ai envie de progresser très vite. Alors ceux-là, ils peuvent... c'est le moment de, par exemple, faire de l'imagination, de la visualisation. Enfin, on va plutôt parler d'imagerie mentale, de coping. Commencer à regarder des combats d'autres personnes. Des combats ou des actions d'autres personnes. Mais au moment où on regarde, s'imaginer que c'est soi-même qui fait l'action. C'est très particulier, et là, l'info est un peu balancée un peu vite pour complètement vous le détailler. Ensuite, il faut un projet. Et il faut un projet sur des objectifs. Et l'athlète, souvent, il a besoin d'objectifs de performance pour pouvoir être mobilisé.
Sauf que la performance, elle n'est pas possible. Et puis la reprise, des fois, elle dépend pas. Par exemple, en hand, pour ta question, en hand, la décision de la reprise et puis de la mise en place sur les feuilles de match, elle dépend pas de l'athlète. Donc il va falloir s'intéresser aux objectifs qui dépendent de l'athlète. Et ces objectifs-là, ça va devenir des objectifs de rééducation, de gain de force, de régularité, de maintien d'habitude, de retrouver les amplitudes. Et tout ça vont être des objectifs qui sont à la mesure de l'athlète et qui sont en plus mesurables avec, par exemple, l'imagerie, l'hypnose et tout. Donc on va plutôt se focaliser là-dessus avec, par contre, un espèce de méga objectif qui est la reprise. Et là, ça sera le moment de dire, ok, mais plus tard, généralement, sur la phase où l'athlète commence déjà la prépa physique, a déjà repris la prépa physique, de faire, ok, maintenant tu vas revenir, pourquoi ? Dans quel but ? Pour prouver quoi ? Pour montrer quoi ? Pour mériter quoi ? Pour passer quoi comme message ? Et là, ça vient au moment où la prépa physique est déjà en place. Maintenant, au préalable, il y a plein de choses à faire. On peut, avec de l'imagerie, travailler sur l'amplitude, sur la force musculaire. On peut travailler avec l'hypnose sur la gestion de la souffrance et de la douleur. On peut déjà bosser sur le rapport à la souffrance pour favoriser le moment où, lorsque la reprise se fera complètement, la souffrance sera beaucoup plus, acceptable, mais non, pas beaucoup plus, ou si, peut-être plus acceptable, mais en tout cas, il y aura un air de connu. Voilà, on est déjà à la demi-heure de ce live. Pour ceux qui sont arrivés en cours de route, vous allez pouvoir le retrouver sur notre page. Merci beaucoup pour vos questions et vos interactions. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. L'idée, c'est d'avoir un petit rendez-vous comme ça entre nous. N'hésitez pas à le partager et tout, bien sûr. Et si vous avez des questions pour la semaine prochaine, mettez-les-moi. En commentaire ou alors via les réseaux sociaux de l'Institut de la Prépa Mentale ou via les miens. Et puis, ça va nous faire un petit panel de questions et de thématiques. Et puis, je vous rappelle que je ne suis pas obligé de monologuer. On peut tout à fait discuter, échanger. Je vous souhaite un excellent week-end et j'espère que ça vous a plu. Dites-le moi aussi. Si ce format vous convient, est-ce que c'est trop court, est-ce que c'est trop long, est-ce que c'est... Voilà, parce que le but c'est vraiment de le faire progresser, pour que ce soit utile à au plus de monde possible. Et si vous avez des questions pour en savoir plus, rendez-vous directement sur le site internet l'Institut de la Préparation Mentale, ipmsport.com. Notre prochaine session de formation part en septembre, donc vous avez un peu de temps pour vous renseigner si vous en avez envie. Et je vous dis à très bientôt. Salut, bye bye.